de valeur. Femme de valeur. Au grand cœur. De valeur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Femmes de valeur. En ce jour de 8 mars, Journée internationale de la femme, nous avons voulu mettre à l'honneur la présidente et créatrice de l'émission Femmes de valeur, Stella Malonga. Bonjour Stella, bienvenue dans votre émission. Comment allez-vous? Bonjour et merci de m'avoir invitée justement dans mon émission. Je vais bien, merci. Alors nous allons au cours de cette interview apprendre à mieux vous connaître au niveau de votre parcours professionnel, personnel et de vos valeurs. Alors nous allons commencer par votre parcours professionnel. Vous avez débuté comme animatrice de centre de loisirs, puis directrice et enfin coordinatrice. Comment avez-vous accédé à ces postes? Alors, oui, effectivement, j'ai occupé tous ces différents postes. J'ai commencé comme animatrice. C'était un emploi plus alimentaire qu'autre chose en parallèle de mes études. Ensuite, j'ai été directrice des centres de loisirs et ensuite coordinatrice. Alors, les différents postes pour pouvoir évoluer, c'est juste l'expérience qui a fait que j'ai pu évoluer en tant que directrice et avoir un poste de manager au sein d'une structure de centre de loisirs. Ensuite, comme coordinatrice, il y a eu un poste qui s'est libéré au sein de la collectivité dans laquelle je travaillais. J'ai postulé et du fait de ma licence, parce que j'ai une licence sciences sanitaires et sociales, j'ai pu accéder à ce poste et justement être coordinatrice et gérer 100 personnes en tant qu'agent et au plus d'une vingtaine de structures. De plus, durant vos années, en tant qu'animatrice, vous avez été intervenante en langue dans les écoles primaires. Avez-vous bénéficié d'une formation? En fait, non, j'ai pas eu de formation. C'est encore une fois, j'ai fait pendant 2 années des études de DEUG d'anglais. Un DEUG qui m'a permis justement de pouvoir postuler en tant qu'intervenante en langue, puisque à une période, je crois que c'était dans les années 2000, on voulait que dans les écoles primaires, l'anglais soit enseigné, mais il n'avait pas assez d'intervenants et les enseignants n'étaient pas assez formés pour le faire, donc ils faisaient appel à des intervenants extérieurs et j'ai profité de l'opportunité pour le faire. Donc j'allais dans les différentes écoles de ma ville et donc j'ai pu enseigner du CP jusqu'au CM2 l'anglais et voilà, c'était une belle expérience en tout cas, mais pas de formation, juste un début de diplôme de DEUG, mais après j'ai bifurqué sur autre chose. Par la suite, vous avez occupé un poste à l'état civil en tant qu'officier d'état civil. Qu'est-ce qu'un officier d'état civil en fait? Et quelles sont vos missions en tant qu'officier d'état civil? En tant qu'officier d'état civil, en fait, notre rôle, c'est d'établir des actes d'état civil, les actes de naissance, de mariage, de décès, des reconnaissances également. Nous devons célébrer les mariages également. Nous prenons acte de tout événement de la vie. Donc, comme je disais, naissance, mariage, décès, reconnaissance. Donc, voilà, le travail d'un officier d'état civil. Et il est là, en fait, il supplée le maire pour des signatures de documents s'il n'est pas en capacité de les faire. L'officier d'état civil peut signer certains actes, des actes justement de l'état civil. En 2012, suite à la réussite d'un concours, vous avez travaillé au ministère de l'Intérieur, plus précisément à l'OFPRA, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Comment avez-vous vécu ce changement de statut et d'affectation? J'ai pu évoluer et partir justement au ministère de l'Intérieur suite à la réussite d'un concours, comme vous l'avez dit. Ce concours, c'est un concours de catégorie B, donc de cadre. Et au sein de ma collectivité, il n'y avait pas de poste auquel je pouvais postuler. Donc, j'ai décidé de demander un détachement. Donc, tout fonctionnaire peut demander un détachement pour aller travailler dans une autre collectivité ou un ministère. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis allée travailler effectivement à l'OFPRA. C'est comment j'ai abordé le changement. En fait, tout simplement, j'ai arrivé sur place, on m'a formé. Je devais établir les actes d'état civil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je devais traiter des dossiers d'excision également, de protection des mineurs et également tout ce qui était la traite des êtres humains. Donc c'était très très intéressant, mais j'ai dû passer effectivement par plusieurs formations sur le droit, surtout le droit international, tout ce qui était droit civil à nouveau, mais lié justement au droit dans les différents pays dont j'avais la charge au niveau des dossiers. Donc voilà, c'était très formateur en tout cas. Travailler sur des dossiers aussi complexes que ceux des demandeurs d'asile ne devait pas être évident pour vous? Non, c'est pas évident parce qu'il y a des situations pas faciles à gérer.
tout ce qui concerne effectivement la traite des êtres humains n'était pas facile. Certaines situations de pays étaient assez dramatiques et certaines situations de femmes ou d'hommes qui devaient fuir leur pays, qui sont arrivés par voie maritime, arrivaient des fois dans des conditions incroyables. Et en plus, ils avaient un vécu, ils avaient une souffrance, et tout ça, ils nous en faisaient part. Difficile d'écouter les récits sur les viols durant la guerre, d'écouter aussi des femmes qui ont été brûlées vives. En fait, elles ont été brûlées par l'acide, par leur mari, parce que justement, ils les répudiaient, ils en voulaient plus, ou parce que au nom du crime d'honneur. Donc ça a été assez difficile, effectivement, et surtout au moment des entretiens avec les personnes. C'est peut-être pour cette raison que vous avez décidé de quitter ce poste, en fait. J'avoue que tous ces drames, ce côté un peu difficile à gérer, a rendu le poste effectivement pas moins intéressant, je dirais, mais je suis devenue un peu trop sensible. J'arrivais plus à prendre du recul par rapport à tout ça, et ça m'imprégnait énormément. Et donc j'avais envie d'un peu plus d'humanité, parce qu'en plus les entretiens devaient se faire de façon assez autoritaire. On oubliait toute la dimension des fois humaine. Pour certains, si dans certains dossiers on l'avait heureusement, mais on nous demandait de chercher des fois la vérité des choses, et quand on a besoin de chercher la vérité des choses, des fois on y va de façon un peu brute, et tout ça c'est quelque chose qui ne coïncidait pas avec mes valeurs, ne coïncidait pas avec ce que j'aimais faire et comment j'aimais justement être en relation avec l'être humain. Donc j'ai décidé effectivement de quitter ce poste. Aujourd'hui, vous êtes responsable scolaire dans une école d'ingénieurs. En quoi consiste votre métier? Alors, je suis responsable de scolarité dans une école d'ingénieurs. Ce sont des premières années qui font des études d'ingénieurs en agriculture, santé et environnement. Donc, mon rôle à moi, effectivement, c'est le suivi de leur scolarité au niveau des absences, des présences, des notes. Également en relation avec les enseignants, la psychologue. Je les aide aussi dans leur attribution de bourse. Également, lorsqu'ils ont des difficultés d'ordre personnel, ils viennent me voir. C'est un mélange de CPE et en même temps de conseillère. Donc, c'est assez intense parce qu'ils sont quand même 343. Donc, il faut faire le suivi. Je ne suis pas toute seule. J'ai des collègues à mes côtés qui m'aident, qui m'épaulent. Mais ça reste très intéressant. En tout cas, là, j'ai retrouvé toute la dimension humaine que je recherchais. Cette approche de la personne qui est vraiment de façon agréable, où on aide l'autre et il y a un résultat et on est content que justement ces jeunes s'épanouissent. Surtout qu'en plus, c'est un public jeune et ce sont eux les adultes de demain. Bon, la plupart sont quand même au niveau de l'âge assez adultes, mais c'est vrai que c'est eux demain qui feront le monde et c'est important d'être à leur côté. Avec tant de changements de poste, on pourrait croire que vous n'avez pas été satisfaite de vos affectations. Des postes pourtant assez intéressants. En tout cas, d'après ce que vous en dites. En fait, tous les postes étaient très intéressants parce que chaque poste m'a apporté quelque chose. Quand j'étais dans l'animation, j'ai appris tout ce qui était savoir-être et savoir-faire. Le métier d'animateur, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, est très formateur. Quand on a été animateur, on peut occuper n'importe quel poste parce qu'on nous apprend à travailler en équipe, on nous apprend le savoir-être, le savoir-faire, on doit monter des projets, on doit être responsable d'enfants. C'est important quand même cette responsabilité et surtout lorsqu'il y a des problèmes avec les parents, il faut savoir prendre sur soi pour ne pas sortir de ses gonds et rester dans le respect. Donc j'ai appris vraiment des choses importantes dans l'animation, surtout sur ma personnalité et sur des valeurs importantes que j'ai pu utiliser dans mes autres expériences. Donc ensuite je suis passée à l'état civil. L'état civil a été formateur plus au niveau de tout ce qui est droit, tout ce qui est service au public. Là, on était vraiment dans le service au public, puisque je faisais aussi les cartes d'identité, les passeports, célébration de mariage, comme j'ai dit. On accueille différents publics, et là, on rentre des fois dans l'intimité des gens. Quand on parle, par exemple, du mariage, ou qu'on va parler des naissances, ou qu'on va même parler du décès, c'est une autre dimension de l'être humain qu'on approche. Mais là aussi c'était intéressant, mais j'avais encore envie d'évoluer sur autre chose. Je suis partie au ministère de l'Intérieur où effectivement j'ai connu d'autres aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, mais je pense que mon but à moi c'était de trouver un emploi surtout où je m'épanouis d'une part, où je vais au travail sans avoir l'impression d'y aller et surtout où j'apporte quelque chose à l'autre. Et tant que je n'avais pas trouvé cela, je ne me suis pas arrêtée. Donc là, c'est bon, vous ne bougez plus. Normalement, non, je ne bouge plus. Mais on ne sait jamais. On va aborder tout le côté maintenant des questions personnelles. Actuellement, vous animez une émission Femmes de valeur qui met en avant des femmes par rapport à leur parcours professionnel
personnelles et leurs valeurs. En tout cas, bravo pour l'initiative. Vous devez être fiers de cette émission. Oui, je suis très très fière de cette émission. C'est vraiment, j'y mets tout mon cœur et j'y mets le temps que je peux y mettre. Mais en tout cas, effectivement, c'est une fierté. D'ailleurs, nous avons des personnes qui ont souhaité vous poser des questions. Est-ce que vous êtes prête à y répondre? Ah oui, oui, je suis tout à fait prête. Sinon, c'est là, en parlant de votre émission Femmes de valeur, le nom donné à votre émission, il vient bien quelque part. J'imagine qu'il a été travaillé, recherché, et vous n'êtes pas apparu comme ça. Vous pouvez nous en dire plus? Merci Valérie pour cette question. Alors, le nom Bienga Events, Bienga vient du Lingala qui signifie la joie, events, événement. Donc, j'adore faire la fête, j'adore tout ce qui est joyeux, j'adore tout ce qui est positif. Donc, d'où Bienga, la joie, et events parce que effectivement, il s'agit d'événements. Donc voilà, d'où vient le nom Bienga Events. Coucou, je voulais savoir sur quels critères vous choisissez les femmes de valeur que vous interviewez. Merci. Ah, ma chère Badila, très bonne question. Alors, sur quels critères je les choisis? En fait, c'est surtout des coups de cœur. Je les regarde dans des émissions, je regarde sur des réseaux sociaux, des fois je prends dans mon entourage, et en fait, c'est plus des coups de cœur. Mais effectivement, il faut elles aient un parcours qui soit, comment dire, qui parle aux autres femmes, qui soit inspirant, et que, effectivement, elles soient dans une réalité qui parle à tout le monde. Bonjour Stella. Alors moi j'aimerais savoir, vous êtes responsable pédagogique dans une grande école, vous êtes à la tête de l'association Bienga Events qui organise des événements, vous avez également lancé ce projet Femmes de valeur et interviewé toutes ces femmes magnifiques. J'aimerais savoir quelles sont ou quelles ont été vos autres casquettes et comment vous réussissez à combiner tout ça au quotidien. Merci Séverine pour cette question. Alors, mon autre casquette, je dirais que c'est la plus belle de mes casquettes, c'est que je suis mère de 3 enfants. Il n'y a pas d'autre casquette, c'est la plus grande et la plus belle que je porte. Donc, comment je combine tout ça? De toute façon, la journée, je travaille, j'ai mon emploi de responsable scolarité. Le soir, en rentrant, je travaille un peu sur mes vidéos, sur mes projets Bienga Events. Et le week-end, je consacre à mes enfants parce qu'il y a du foot, parce que des fois, il y a des concerts à aller écouter et parce que voilà, le week-end, c'est fait pour être en famille. Bonjour Stella, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Je voulais savoir en fait, qu'est-ce que ça fait au quotidien d'avoir monté une asso comme Bienga Events, qui est une asso qui révèle les talents et les talents des femmes. Donc qu'est-ce que ça fait d'être une révélatrice de talent et d'avoir monté cette association? Merci Nadège pour la question. Je dirais pas que j'ai révélé des talents. Les talents étaient déjà là, ils existaient. J'ai juste fait émerger. Mais sinon, toutes celles que j'ai interviewées étaient talentueuses, mais elles le savaient pas. Elles sont talentueuses, pardon. Mais il fallait juste les pousser un petit peu pour qu'elles se rendent compte. Et je vais continuer à le faire parce que pour moi, il y a des femmes qui méritent de se rendre compte à quel point elles peuvent être influentes et à quel point elles sont belles et inspirantes. Quelle est pour vous la définition de la femme de valeur, de la femme que vous êtes? Et si vous deviez adresser une lettre à la vous dans 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Là, ça c'est de la question. Hein. Alors, pour moi, qu'est-ce qui est la femme inspirante, la femme de valeur? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, où la femme de valeur, pour moi, c'est celle qui se bat, c'est celle qui a des combats, c'est celle qui est simple. Elle est simple, mais par ce qu'elle fait, elle prend beaucoup de grandeur, elle prend beaucoup d'ampleur. Et ses idéaux sont importants, surtout de rester déterminée. C'est ça. Et en fait, surtout de se retrouver dans ses valeurs, dans tout ce qu'elle fait. C'est important de ne pas déroger à ce qu'on est. Voilà. Et si je devais me parler dans 10 ans, oh là là, c'est long ça, je me dirais qu'un seul mot. C'est bravo. Bravo parce que quand je regarde mon parcours, j'ai pas eu une vie difficile, hein, non, loin de là, j'ai une très belle vie. Je suis très entourée, j'ai plein d'idées que je mets en place et que je réalise. Et je dirais donc à cette femme, à cette Stella dans 10 ans, bravo pour ce que tu as accompli et continue. Ah, je vois que j'ai aussi des questions écrites, donc je vais vous les lire et puis je vais y répondre. Merci aux internautes, en tout cas, qui ont posé ces questions. Nous avons d'abord Diariatou. Merci Diariatou. Alors, Diariatou me demande comment est-ce que j'ai eu l'idée des témoignages.
Alors, comment j'ai eu cette idée? C'était pendant le confinement. Voilà, j'étais à la maison et puis, entre le télétravail, la gestion des enfants, etc., j'ai eu l'idée à un moment donné, en regardant la télé, en regardant surtout les images sur les téléréalités, de me rendre compte que il y avait des personnes, des femmes, des jeunes et des hommes, en tout cas, plein de personnes qui regardaient ces émissions. Et en fait, certaines personnes devaient se dire, est-ce que c'est vraiment ça, la réalité des choses? Et j'avais pas envie, en tout cas moi dans mon état d'esprit, de me dire qu'on pouvait prendre exemple sur ces personnes-là de télé-réalité qui en quelques secondes, en disant n'importe quoi des fois à la télé ou en montrant des choses qu'il ne faut pas à la télé, prenaient de la valeur aux yeux des gens, alors qu'en fait c'est pas ça la réalité. Et à un moment donné, j'avais envie de montrer aux gens que des personnes influentes existent autour de nous. Et d'où cette idée. Et j'ai commencé par les femmes parce que c'est celles qui souvent sont le moins mises en valeur. Et j'avais envie justement qu'elles prennent plus d'ampleur. D'où cette idée de créer des témoignages sur des femmes de valeur. J'ai une question de Cindy, n'est-ce pas? Cindy me demande, as-tu des rêves que tu n'as pas concrétisés? Et qu'est-ce que t'apporte l'interview des femmes? Alors pour la première question, oui, comme tout le monde, j'ai des rêves que je n'ai pas concrétisés. Il y en a un surtout qui me tient à cœur et que peut-être qu'un jour j'arriverai à réaliser, c'est que j'ai écrit un scénario de film. Et j'aimerais bien un jour, effectivement, soit en faire un livre, soit en faire un film. Bon, en tout cas, j'y travaille. L'autre question, qu'est-ce que m'apporte l'interview des femmes? Énormément, énormément. Ce sont de belles rencontres. J'apprends autant qu'elles ne m'apprennent et que moi, je peux leur apporter. En tout cas, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, on m'a souvent demandé est-ce que j'avais un apport pécunier ou est-ce que ça me rapportait quelque chose? Ça me rapporte quelque chose qui n'est pas quantifiable. Ça, je vous le dis. Mais c'est énorme. Ensuite, Spreading Lava m'a envoyé aussi une question. Comment je me sens en ce moment? Je me sens très bien. Je me sens heureuse, je me sens sereine. Et je suis super contente en plus de pouvoir mener ce projet à bien. Voilà. Alors, j'ai Zouk Docteur qui m'a envoyé une question. Il me demande justement quelles sont mes ambitions par rapport à cette émission. Donc je vais vous répondre. Alors mes ambitions, c'est surtout de donner de l'assurance à ces femmes, de prendre du plaisir et de faire en sorte qu'elles aussi prennent du plaisir en donnant ces témoignages, qu'à leur manière elles se sentent influentes et que surtout ça leur donne de l'assurance aussi. Alors ensuite, j'ai une question de Evelyne Nemad, Evelyne, excuse-moi si j'écorche le nom. Comment est-ce que je me prépare avant chaque émission? Alors, déjà, avant l'émission en elle-même, je relis mon texte, je relis mes questions, je mets à l'aise, j'invite la personne à se mettre à l'aise. Des fois, on peut boire quelque chose juste avant, une petite collation pour que on reprenne les questions ensemble. Et dès qu'elle est prête, on lance l'interview. Et surtout, à chaque fois que elle veut qu'on s'arrête, on s'arrête. L'interview est vraiment faite pour que la personne se sente bien. Et surtout, je prends beaucoup en considération ce que l'invité veut. Voilà. Alors, oh là là, j'ai plein de questions de Raphaël, n'est-ce pas? Alors, Raphaël me demande quelles sont les femmes que j'aimerais interviewer prochainement. La première femme que j'aurais voulu interviewer, que justement je sais que j'aurais beaucoup de mal à interviewer, c'est ma mère. Mais je sais qu'elle ne voudra pas parce qu'elle est très timide, etc. Mais c'est pas plus mal parce que ce qu'on aime le plus au monde, des fois, faut le garder au fond de son cœur et pas le mettre au devant de tout le monde. Sinon, d'autres femmes, j'aurais bien voulu interviewer Taubira, Madame Taubira, Madame Obama, Michelle, n'est-ce pas? Elle n'est plus de ce monde, mais j'aurais voulu interviewer la mère Teresa. Et une qui est partie, qui a quitté son poste récemment de présidente, Madame Angela Merkel. Mais je continue à chercher d'autres femmes un peu plus proches de moi quand même à interviewer. Mais je vous en dis pas plus, vous suivrez. Vous verrez la suite de mes interviews. Alors, est-ce qu'il y a des émissions que j'aimerais faire dans l'avenir ou est-ce que j'ai des projets d'avenir? Écoutez, on a fait Femmes de valeur. Peut-être qu'un jour on va faire Hommes de valeur. Pourquoi pas? C'est à venir. Alors, quelles sont les femmes que je considère, l'autre question de Raphaël, pardon, quelles sont les femmes de valeur que je considère dans ce monde? Pour moi, toutes les femmes sont des femmes de valeur. Je n'en considère pas plus qu'une que l'autre, parce que chacune
à sa force. On est toutes différentes et heureusement. Et chacune apporte sa pierre à l'édifice à sa manière. Et donc, j'en ai pas vraiment de femmes de valeur. Maintenant, il y a des femmes, effectivement, que j'ai admirées et que j'admire toujours. Par exemple, la jeune Malala, qui quand même a été condamnée à mort dans son pays, qui est recherchée, qui a dû s'exiler parce que justement elle se battait pour que les filles puissent aller à l'école et que c'est un droit qu'elles n'ont pas malheureusement, mais elle s'est battue et c'est vraiment une jeune fille que j'admire, qui est devenue une femme aujourd'hui, hein, c'est une femme que j'admire. Il y a également Najla Bouden, qui est la première ministre en Tunisie, qui est la première femme effectivement à la tête d'un pays musulman, n'est-ce pas? Et c'est vraiment c'est une grande avancée, je trouve, et ça c'est quelque chose de bien. Donc il y a des femmes comme ça que je suis dans leur combat par les médias, mais comme je dis, toutes les femmes sont des femmes de valeur, à leur manière en tout cas. Une chanson qui vous identifie ou que vous aimez écouter ou qui vous parle? Oui, j'ai une chanson, effectivement, oui. C'est The Greatest Love of All de Whitney Houston. J'adore cette chanson. Cette chanson parle d'amour, parle de l'amour qu'on peut recevoir et en fait, un amour qu'on reçoit tout jeune et qui nous permet d'évoluer et de s'épanouir au quotidien. Avez-vous une citation? Un proverbe préféré? C'est pas trop un proverbe, c'est plus une phrase que j'aime entendre et qui me parle énormément. C'est « Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» Nous sommes dans l'émission des femmes de valeur, Stella. Et dites-nous, quelles sont vos valeurs? Mes valeurs, ce sont avant tout la famille, l'amour, la loyauté, l'équité et l'entraide. Notre émission touche à sa fin. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont suivis. Stella, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté à votre tour de vous dévoiler. Vous êtes notre femme de valeur du 8 mars. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Merci, c'est un grand honneur d'avoir le mot de la fin. Donc, en ce 8 mars, je voudrais dédier cette émission à toutes les femmes du monde, à toutes celles qui se battent chaque jour pour leur famille, pour faire en sorte d'être meilleures que la veille. Merci pour celles qui combattent, celles qui sont au premier rang, celles qui ne lâchent rien, celles qui décident que non, il y a des choses qui ne passeront pas parce que c'est pas parce que je suis une femme que ça doit se passer. Donc, merci pour ces combats, merci pour tout ce que vous êtes et surtout, merci de nous suivre chaque fois dans notre émission. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus que bonne fête à toutes. Femme de valeur.